Le collectif des candidats a déposé aujourd'hui un mémorandum auprès de l'Union européenne sur les violations de la loi, en particulier les violations des chartes internationales avant, pendant et après l'élection. Deux colonels de l'armée ont été placés en détention provisoire et devront attendre leur procès fixé au 16 janvier 2024 en prison. La procureure de la République a fourni des éclaircissements à ce sujet aujourd'hui. Dans l'actualité internationale, un groupe d'insurgés d'une minorité ethnique en Birmanie a pris le contrôle d'un lucratif poste frontière qui sépare le pays de la Chine, ont déclaré dimanche les médias locaux et une source de sécurité. Le collectif des candidats a déposé aujourd'hui un mémorandum auprès de l'Union européenne concernant les violations de la loi, surtout les chartes internationales, avant, pendant et après l'élection. Lors de leur déclaration après cette rencontre à Kourjan, ils ont réitéré leur refus d'accepter cette élection et de reconnaître ses résultats. Nous les avons alertés sur le fait que Madagascar doit rester un état de droit. En discutant avec nous, ils ont convenu qu'il y avait eu de nombreuses irrégularités, mais ils encouragent toujours le rapprochement et le dialogue entre Malgaches pour trouver des solutions. Ils se sont déclarés prêts à soutenir tout rapprochement. Les 11 candidats ont appelé au dialogue et à la concertation depuis 2 mois afin de trouver une solution pour le pays. Sans dialogue, on a abouti à ce qu'on vit à l'heure actuelle. Si la situation actuelle du pays perdure, les positions des partenaires étrangers de Madagascar sont délicates. Il est difficile de gouverner sans sérénité et sans respect des lois, comme tel est le cas actuellement. Ils ont des appréhensions concernant le futur de Madagascar. Comment peuvent-ils travailler avec Madagascar dans une telle situation? Il nous revient de trouver les mesures face à tout cela. De nombreuses rumeurs circulent selon lesquelles le collectif des candidats aurait disparu. Les déclarations des candidats aujourd'hui à ce sujet étaient claires. La lutte continue et tous les Malgaches sont encouragés à poursuivre leurs efforts en ce sens. Une lutte peut se présenter sous différentes formes. Elle n'est pas forcément visible à l'œil nu. Si nous sommes reçus par différentes entités, c'est parce que ces dernières sont conscientes que derrière nous, il y a tout un peuple. Et le monde entier a entendu la voix de tout ce peuple. Rappelons que le collectif des candidats s'est réuni à huis clos à Andjahar, au siège du HVM, dans l'après-midi. Siten Ranjena Sulnek a également été vu sur les lieux, ce qui indique son retour au sein du collectif des candidats. Après la réunion d'Andjahar, le collectif des candidats a rencontré les représentants de l'Union européenne à Kourjan. Il a réitéré que la lutte continue, mais a pris une forme différente pour rassurer ses partisans ainsi que tous les Malgaches qui réclament changement et respect de la loi. Deux colonels de l'armée ont été placés en détention provisoire et attendront leur procès prévu pour le 16 janvier 2024 en prison. Ces 2 hauts gradés sont inculpés d'atteinte à l'ordre public. La procureure de la République a apporté des éclaircissements à ce sujet aujourd'hui. Ces 2 hauts gradés de l'armée ont comparu hier 27 novembre 2023. Ils font face à des accusations d'atteinte à l'ordre public et d'avoir voulu fomenter des actions de déstabilisation avant la tenue de l'élection présidentielle par une mutinerie militaire, ce qui est réprimé par l'article 91, alinéa 3 du Code pénal. Bien qu'ils aient reconnu avoir incité à la mutinerie au début, ils se sont ensuite rétractés afin de découvrir la vérité. Ils ont été placés en détention provisoire jusqu'à leur procès prévu le 16 janvier 2024. D'après Africa Intelligence, dans son édition de ce jour, pas moins de 4 militaires hauts gradés ont été inquiétés durant la première quinzaine de novembre par le président par intérim Richard Ravalmanan. Le premier haut gradé concerné est le général de division Andjanavun Ratsiechanariv Razafi, commandant de la ZDS Iku Banalamang.
Il a été auditionné le 16 novembre à la brigade criminelle de Friadan. Cette action découle du fait qu'il a refusé de suivre l'ordre du général Lalamunza Delfin Saïvil, chef d'état-major, d'envoyer un contingent supplémentaire sur la place du 13 mai les 4 et 5 novembre où le collectif des candidats avait prévu une manifestation, souligne Africa Intelligence. Des mesures immédiates ont été prises et le général qui n'a pas obéi aux ordres a été suspendu le vendredi 3 novembre, puis destitué de ses fonctions par le Conseil des ministres le 8 novembre. Il a immédiatement été remplacé par le général Derasaf Javal Manarfil Didier. Selon Africa Intelligence, le 17 novembre, 3 autres officiers supérieurs, dont le général de gendarmerie Atoumani, second commandant de la gendarmerie nationale, le colonel Michael Ranjianirin et le colonel Rapanajiv, ont été auditionnés à Talnajiv et placés sous surveillance. La ministre de l'Économie et des Finances a présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale à Tibazaz la vision globale qui guide l'exécution du budget de l'État pour l'année 2024, articulée autour de 3 points majeurs. En premier lieu, l'accent est mis sur la protection sociale et le soutien au capital humain, avec une augmentation de 341 milliards d'arrière du budget par rapport à la loi de finances de 2023. Deuxièmement, l'industrialisation, la création d'emplois et le soutien au secteur privé ont bénéficié d'une augmentation de 77 milliards d'arrière par rapport à l'année précédente. Enfin, le troisième point concerne la décentralisation du pouvoir et la bonne gouvernance. La ministre a annoncé une augmentation de 16,66% du soutien aux communes qui passe de 30 millions d'arrière à 35 millions d'arrière. Le gouvernement a également formulé une prévision de croissance économique de 4,5% pour l'année 2024, soit une hausse par rapport à la LFI 2023 et à la LFR 2022, où la croissance économique avait été révisée à la baisse en raison des impacts de la guerre en Ukraine. La prévision de croissance économique est estimée à 4,5% pour l'année 2024. Elle est estimée à 4% vers la fin de l'année 2023. En ce qui concerne les recettes, outre les différents financements, nous prévoyons une augmentation des recettes fiscales atteignant 10,179,71. Cela représente une augmentation de 13% par rapport à l'année 2023. Selon la présidente de la commission d'évaluation des politiques publiques, Touasse Léonore Raharsou, les documents concernant le budget de l'État 2024 ne présentent pas d'indications claires ni d'échelle précise pour évaluer l'impact direct sur la population. Elle souligne que les normes d'évaluation et les indicateurs chiffrés ne sont pas spécifiés dans le budget de l'État 2024, laissant ainsi la porte ouverte à des modifications arbitraires de la part des dirigeants. La présidente de la commission d'évaluation des politiques publiques s'est également interrogé sur la maîtrise des finances de l'État à la suite de la présentation du budget pour l'année 2024. Lorsque nous examinons, par exemple, le document de performance présenté par Madame la ministre, nous remarquons 3 points inhabituels, tels que le changement de la perspective concernant les résultats économiques de 2021 dans cette loi de finances initiale pour 2024. Il y a également eu un ajustement des perspectives pour 2022 et 2023. L'écart entre ces perspectives et les résultats réels est significatif, avec une transformation de la perspective de 2021 en 2022 qui a été modifiée à nouveau à ce jour. Y a-t-il une incompétence dans la gestion de l'économie au niveau du ministère? Il semble qu'il n'avait peut-être pas anticipé que Madagascar serait à présent classé comme le pays le plus pauvre du monde, selon les chiffres de la Banque mondiale. Par ailleurs, selon certains députés, ce budget ne présente que des chiffres. Rien ne peut augurer de leur réalisation compte tenu de la situation qui prévaut. Selon leurs explications, rien ne semble indiquer un changement significatif. Nous ne pouvons guère anticiper une amélioration. Comment pouvez-vous envisager de surmonter 5 années sans progrès apparent? Rien n'a été accompli pendant le premier mandat. Que dire d'un éventuel deuxième mandat? Est-ce que cela ne risque pas de s'empirer?
Deux autres facteurs risquent de bouleverser les estimations du PLFI 2024. Il s'agit des défis rencontrés par le secteur textile malagasy avec la fermeture pour dépôt de bilan de plusieurs enseignes clientes en Europe. Ces fermetures seraient toujours la conséquence latente de la pandémie de Covid-19. Le second facteur indiqué est l'avènement des cyclones intenses au premier trimestre 2023, impactant les activités, les infrastructures et les activités économiques. Au regard de la tension politique actuelle, notamment liée aux contestations du processus électoral, le GEM, le FIFPAMA, le GFP ainsi que la CIM ont fait part de leur vive inquiétude concernant le devenir de plusieurs entreprises, surtout celles du secteur textile. Ces groupements du secteur privé appréhendent une suspension de l'adhésion de Madagascar à l'AGOA, African Growth and Opportunity Act. Le principal facteur de suspension serait lié à l'instabilité politique. Madagascar avait déjà fait l'objet d'une suspension auparavant au raison de la crise 2009-2010 et sa réintégration n'a été effectuée que 10 années plus tard. Des centaines de milliers d'emplois pourraient alors être menacés. Le deuxième pilier du PLFI vise pourtant la création d'emplois avec des mesures d'incitation à l'endroit des investisseurs, avec certaines facilitations inscrites dans le nouveau code des investissements. Comment et de quelle manière l'État parviendra-t-il à inciter les investisseurs si la tension politique actuelle persiste et s'aggrave, notamment avec les perspectives de contestation des résultats des votes annoncés par le collectif des 10 candidats? À ce stade, les appels au dialogue de la plateforme de médiation, suivis et renforcés par ceux des observateurs internationaux tels que la SADC, l'Union africaine, la COMESA et l'OIF, n'ont pas eu d'écho. 11 individus ont été appréhendés dans le cadre de l'affaire de décapitation survenue la semaine dernière dans le district de Vunduz, région Atimatnana. D'après les dires du député de cette localité, 4 personnes ont été victimes de ces actes macabres. La première victime fut un enfant de 6 ans le 19 novembre, puis une femme à Miarnari, Vandouaran, le 22 novembre. Le 25 novembre, un homme a subi le même sort à Amatinskeli. À cette tragédie s'ajoute l'incident survenu à Tanandav, en Douaran, impliquant une femme qui a conduit à l'arrestation du réseau de criminels. Ces individus décapitent leurs victimes, emportent la tête avec eux et laissent le corps sur les lieux. Un incident particulier a permis la capture de ces criminels, car ils n'ont pas réussi à récupérer la tête déjà décapitée d'une victime, car un témoin les a vus. Ils ont pris la fuite, laissant la tête de leur victime derrière eux. Cet élément a permis d'identifier le réseau et des arrestations ont eu lieu depuis hier. Les personnes appréhendées ont avoué leur culpabilité. L'enquête se poursuit. Les individus impliqués sont actuellement en détention sous la responsabilité des gendarmes. Suite à ces événements, l'enquête a progressé et a abouti à l'arrestation des 11 individus, dont 9 hommes et 2 femmes. Bien que les motivations derrière ces actes macabres n'aient pas encore été révélées, il est manifeste que ces crimes étaient perpétrés dans le but immédiat de dérober des têtes humaines. On recherche les motivations de tels actes. La nature du crime est clairement un vol de têtes humaines. Le meurtre en soi n'est pas l'objectif principal. Ce qui les intéresse, c'est spécifiquement la tête de la personne. Les motifs peuvent être assimilés à des actions terroristes. Une enquête plus approfondie sera nécessaire pour déterminer leur véritable motivation. Ce vol de têtes humaines est inédit. Auparavant, il n'y avait que des attaques de Dahal. Nous attendons les résultats complets de l'enquête pour en savoir davantage. Certaines des victimes ont été décapitées dans les champs, tandis que d'autres ont subi le même sort chez elles pendant la nuit. Selon des supputations, cette pratique pourrait être liée à des sacrifices humains en lien avec l'exploitation de mercure, mais cela sera confirmé par l'enquête des forces de l'ordre. Parallèlement, la commune d'Analaïv, dans le district de Mourndav, est également confrontée à l'insécurité. Vers 5 heures du matin, un groupe de Dahal armés a attaqué un Tevamen et a volé plus de 300 ébus. Les forces de sécurité et la communauté les ont poursuivis. Un affrontement a éclaté, au cours duquel 3 Dahal ont été neutralisés et les ébus ont été récupérés. La non-application de l'APA,
ou accès et partage des avantages, une convention internationale visant à garantir la transparence des opérations constitue un frein significatif pour les entrepreneurs étrangers souhaitant investir à Madagascar. Malgré sa richesse constituée de plus de 1500 plantes exploitables, depuis 2013, de nombreux pays ont adhéré à l'APA et à accepté ces conditions qui assurent une rémunération équitable pour les acteurs de base, interdisent l'utilisation de composés chimiques sur les plantes, garantissent la véracité des prix et réglementent les lieux de transformation des produits. Malheureusement, à Madagascar, ces conditions ne sont pas respectées et le gouvernement ne semble pas accorder l'attention nécessaire à cette question, même si la convention est un outil essentiel dans la lutte contre la corruption. On remplit les formulaires, c'est tamponné par l'État, la douane, on paye le prix normal de taxes. Et le gouvernement s'en sortira grandi parce que ça va faire forcément des rentrées d'argent pour le gouvernement. Si le gouvernement réglemente ses exportations de façon légale, il est évident que les acheteurs vont venir plus vite parce qu'ils savent que le produit il est légal. Et ils vont pouvoir marquer Made in Madagascar et puis importer en toute légalité. Eh bien, les règles APA, c'est l'extrait de ces premiers textes de Nagoya. Et les règles APA doivent être écrites et adaptées au pays. Parce que chaque pays a sa culture ou sa manière de fonctionner. Les règles APA sont une adaptation du tableau de bord donné par Nagoya. Est-ce que c'est appliqué à Madagascar ? Et c'est pas appliqué puisque ces règles sont écrites fraîchement. Alors le premier INIM 2022 a mis à jour les règles APA en disant il est faux, on en a absolument besoin. À partir de là, le ministère de l'Environnement a écrit ces règles APA. Aujourd'hui, elles sont sur le bureau du ministère de l'Environnement qui doit les signer. Une fois qu'elles sont signées, elles doivent aller au gouvernement, c'est-à-dire à la présidence, qui le signe. Et une fois que c'est signé, ça va aux députés qui en sort un arrêté. Et une fois que cet arrêté est signé, là, on peut dire à tout le monde, revenez à Madagascar, achetez. Aujourd'hui, ils nous boudent. Ils ne veulent pas venir parce que ces règles APA ne sont pas définies et ils en ont besoin pour mettre leurs produits sur le marché. De nombreux pays manifestent un intérêt pour l'exploitation des matières premières de Madagascar. Cependant, le non-respect des normes internationales représente le principal obstacle à la concrétisation de ces partenariats. Un grand succès qu'il y ait des échanges qui se fassent entre des acheteurs. Pour moi, le rêve, c'est qu'il y ait un acheteur ici et il y a des grandes marques comme Yves Rocher, L'Oréal, etc., qui sont là, et bien qui disent il y a un produit qui m'intéresse et c'est demain les produits innovants, puisque demain on va faire une sélection d'une vingtaine de produits innovants, et qu'il y en a qui disent moi ce produit m'intéresse, il est dans mon esprit de développement, je veux rencontrer celui qui le fait et je veux acheter sa production. Ça, ce serait le succès parce que c'est l'objectif d'INIM. C'est de faire rencontrer des acheteurs avec des vendeurs. Alors le mot est pas bon. Parce qu'acheteur-vendeur, on a l'impression qu'on achète dégueulasse, ou qu'on va au supermarché. Donc normalement, le bon mot, c'est les fournisseurs, c'est ceux qui produisent le produit. Alors ce sont soit les agriculteurs, soit les transformateurs, soit les exportateurs. Et en face, on a les utilisateurs, ça ce sont les internes, qui sont les entreprises internationales qui veulent sourcer à Madagascar du produit végétal en vue de le faire rentrer dans leur composition de produits qui iront sur le marché après, le marché grand public. La deuxième édition de l'INIM, Innovative Natural Ingredient Madagascar, a été officiellement lancée aujourd'hui et se déroulera sur une période de 2 jours. Un événement qui réunit entrepreneurs, investisseurs et producteurs. Selon les organisateurs, les objectifs fixés lors de la première édition n'ont pas été pleinement atteints. Cependant, de nouvelles mesures ont été mises en place pour la deuxième édition. Le coût du gaz a connu une hausse de 1000 ariars à 1500 ariars depuis cette semaine. Il a enregistré 3 évolutions au cours de cette année, d'après les explications. Le prix du gaz a augmenté depuis cette semaine. Il a augmenté de 1500 ariars. En août, il avait déjà connu une hausse suivie d'une baisse. Mais à l'approche des fêtes de fin d'année, il a de nouveau augmenté. La première raison de cette augmentation est liée au changement de saison à l'étranger, où la demande en gaz augmente pendant l'hiver. La deuxième raison est la baisse du taux de change de l'ariar ces derniers mois, qui a un impact significatif sur le marché international. Toutefois, selon les économistes, le gouvernement pourrait limiter cette hausse et la prévenir afin d'éviter des difficultés supplémentaires pour les consommateurs de gaz. Il s'attone
Chaque année, il y a une fluctuation du prix du gaz, car le gaz utilisé à Madagascar est importé. Actuellement, sur le marché international, la demande en gaz en Europe a augmenté en raison de l'hiver, ce qui incite les fournisseurs à prioriser ces régions. La part de gaz dispatché dans les pays subtropicaux, comme Madagascar, reste limitée, ce qui augmente le prix du gaz tous les ans. Cependant, notre défi majeur réside dans la faible valeur de l'ariar sur le marché international, car nous n'exportons pas assez de produits de qualité. Il est crucial que le gouvernement anticipe ces augmentations et mette en place des mesures pour atténuer l'impact sur les foyers utilisant du gaz. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas établi de politique claire pour faire face à l'augmentation du marché international du gaz naturel. C'est pourquoi l'impact de ces ajustements de prix par les pays étrangers se reflète immédiatement. Selon les projections, le prix actuel de 1500 ariars pourrait encore augmenter en raison de la dépréciation de la valeur de la monnaie malgache. Un camion en feu sur une route non loin de la frontière chinoise. Ici, des hommes armés en poste dans la ville de Namkan, dans l'état Shan, ville qui aurait été prise à la junte militaire. Ces images ont été publiées à la mi-novembre par l'armée de libération nationale Tahang, un des groupes en guerre contre le pouvoir birman. Pour la première fois depuis le coup d'État de février 2021, l'espoir bascule du côté de la résistance. Au nord, plusieurs villes et postes frontières sont tombés aux mains des insurgés, des attaques coordonnées depuis le 27 octobre dernier. À la manœuvre, l'Alliance des Trois Fraternités, une coalition militaire composée de groupes armés issus de minorités ethniques. L'opération a débuté dans l'état Shan, puis les combats se sont intensifiés un peu partout dans le pays. Conséquence, des centaines de milliers de Birmans ont fui les affrontements, comme ici dans l'état d'Arakan. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles des troupes militaires marchaient vers les villages et tiraient sur les civils. Les villageois ont donc eu peur de rester chez eux. Tout le monde a fui le village. Nous sommes venus ici à pied et en bateau pendant les fortes pluies. Les enfants avaient très froid et certains étaient malades. La junte militaire se défend, mais les soldats sur le front semblent en difficulté. Les rebelles auraient obtenu la reddition de plusieurs régiments et parlent de troupes démoralisées. La Chine a quant à elle débuté samedi dernier des exercices militaires le long de sa frontière. Elle se dit prête à répondre à toutes sortes d'urgences. Elle appelle aussi ses ressortissants à quitter au plus vite le nord de la Birmanie.